Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors, ça n'a échappé à personne, la guerre en Ukraine a accéléré l'augmentation des prix des carburants en raison de son impact sur le marché du pétrole. Et ce, alors que les tarifs à la pompe atteignent déjà des records. Nous allons aborder ce sujet avec les députés européens du Rassemblement national qui ont accepté mon invitation aujourd'hui. Julie Lechanteux, qui est membre de la Commission des Transports au Parlement européen, Dr Joël Mélan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission de la Recherche et de l'Énergie et Gilles Le Breton. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement rural. Alors, Julie Lechanteux, vous êtes très impliquée sur les questions liées au transport. Pourriez-vous nous dire que se passe-t-il en ce moment chez les transporteurs routiers? Pourquoi se mobilisent-ils et pourquoi est-ce qu'ils manifestent depuis plusieurs jours? Bonjour Tamara, bonjour chers collègues. C'est la grogne générale pour la simple et bonne raison que le secteur du transport routier est très fortement impacté par la hausse des prix du carburant. Les camions ont nécessairement besoin de carburant pour rouler et avec l'envolée des prix, le coût supporté par les entreprises devient absolument invivable. C'est pourquoi le secteur se mobilise, accompagné des différents syndicats, et cette mobilisation s'étend à d'autres secteurs également dépendants du carburant, comme celui de l'agriculture, les pêcheurs, les taxis. La situation devient vraiment ingérable. Mais comment on en arrive là ? On en arrive là car, comme vous le savez, la guerre frappe aujourd'hui aux portes de l'Europe et fait monter le prix du cours du pétrole, comme celui du gaz d'ailleurs, ou du blé, et de plusieurs autres ressources rares. Par ailleurs, l'absence d'anticipation des gouvernements successifs en France, mais aussi de l'Union européenne, qui n'ont absolument pas prévu de stock stratégique de ces matières premières. Et donc, cela aurait permis de pouvoir amoindrir les coûts de ces matières. En ce qui concerne la France, en plus de cela, M. Macron a eu l'excellente idée de rajouter des taxes aux taxes en 2017 puis en 2018 avec l'augmentation de la TICPE sur la TVA, qui est elle-même une taxe. Ces hausses, d'ailleurs, avaient donné lieu à un soulèvement des Gilets jaunes dès 2018, alors que le prix du gasoil était à 1,50 €. Aujourd'hui, on est à 2 €, voire 2,50 € parfois. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées par les gouvernements? Vous parlez de la France, donc par exemple en France, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors déjà, je vais vous répondre, mais l'Union européenne, maintenant qu'il est trop tard, nous demande enfin de constituer des stocks stratégiques de ces matières premières. Bien, c'est un peu trop tard, même si la proposition est bonne. Et côté français, l'aide annoncée par le Premier ministre de 450 millions d'euros n'est en réalité qu'une avance de trésorerie. Et au lieu d'allouer en urgence des fonds pour soutenir le secteur, en réalité, les transporteurs, au lieu de payer très cher le carburant maintenant, le paieront quand même très cher, mais plus tard. Ça n'a aucun intérêt. N'oublions pas que le secteur des transports routiers a déjà subi la crise du Covid. Les transporteurs se sont merveilleusement bien comportés puisqu'ils nous ont ravitaillés partout en France pour qu'on continue à se nourrir. Et aujourd'hui, on les maltraite très clairement. Vous faites partie de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Donc, quelles seraient les mesures que votre délégation proposerait pour pallier à ce problème? Alors évidemment, de retrouver l'indépendance énergétique des nations d'Europe. C'est indispensable. Augmenter les stocks stratégiques d'énergie, comme nous le préconise aujourd'hui et un peu trop tard l'Union européenne. En ce qui concerne la France, il faudrait supprimer les augmentations de la TICPE. Il faudrait passer la TVA de 20% à 5,5%, en considérant l'énergie comme une ressource de première nécessité, parce qu'elle l'est. Avec ces mesures, déjà, je peux vous dire que les prix du carburant diminueraient drastiquement et tout le monde s'y retrouverait, que ce soit les transports routiers et les usagers, tout simplement pour aller faire ses courses, aller chercher ses enfants à l'école. Bref, on retrouverait du pouvoir d'achat et c'est indispensable. Plus globalement, le transport routier en France veut des mesures de bon sens, de la volonté et du courage politique, ce qui clairement manque et à l'Union européenne et à notre gouvernement français actuel.
Merci Julie Lechaud. Merci Tamara. Docteur Joël Mélan, vous suivez de très près la question des effets du prix de l'énergie sur l'industrie et sur l'agriculture également. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler pourquoi exactement il y a eu cette explosion des prix ? Alors, ce qu'il faut quand même souligner tout de suite, c'est que cette explosion des prix qui est au niveau de l'insupportable est déjà ancienne. Elle est déjà plus d'1 an. Nous l'avons largement souligné. Et au prétexte d'une prétendue reprise, alors qu'en fait, fort peu de pays ont été bloqués longuement et en même temps. Les blocages absolus par le confinement n'ont jamais duré plus de 3 mois avec le blocage des ports, le blocage d'envie. Donc il y a déjà une spéculation tout à fait importante qui date déjà depuis d'1 an. Et ça a été parfaitement aggravé par 2 mécanismes qui sont propres, pas que à l'Europe, concernant la mondialisation et les échanges avec, Julie le disait tout à l'heure, l'absence de stock pays par pays et notre dépendance à des pays tiers. Mais concernant l'Europe, à proprement parler, nous avons un mécanisme que nous avons dénoncé comme étant nocif tout autant que le plan charbon-acier ou même la PAC dans ses effets pervers ou même certains éléments de marché unique qui est le marché unique européen de l'énergie et qui a un mécanisme propre complètement absurde qui est de prévoir d'aligner tous les tarifs de l'énergie sur le dernier qui aurait permis de sauver l'Europe d'un blackout, alors que, de facto, c'est le prix du gaz qui a tout de suite été impacté, le prix de l'électricité, le pétrole n'étant pas dans le coup, mais à cause de la guerre de l'Ukraine, le pétrole est venu lui aussi faire partir de la spéculation. Et donc, quel impact final sur notre industrie, notre agriculture ? Alors, c'est 2 choses, c'est la flambée des prix et la pénurie, qui se couplent bien entendu avec non seulement, puisqu'on a 2 volets qui sont vitaux pour un pays, c'est les sources d'énergie et leur transformation concernant les matières premières, que ce soit des matières premières agricoles, donc alimentaires, que ce soit des matières premières industrielles, et donc la totalité de notre énergie. Et c'est là où on peut se poser un problème, particulièrement concernant la France, c'est que ces pénuries prennent des proportions aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'inquiétude absolue, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a en ricochet, en filigrane, on le découvre à peine maintenant, c'est que dans la mesure où en 2014, nous avons fait un embargo sur les produits, je pense aux produits agricoles, M. Le Breton en reparlera peut-être, les produits agricoles, la Russie par exemple, qui était très largement dans le classement, très bas dans le classement de production de blé par exemple, se trouve maintenant premier producteur de blé, pas de la même façon, et ça, ces réserves le lui permettaient, premier producteur de sources d'énergie, en l'occurrence fossiles. Et on s'aperçoit que le monde entier, il suffit simplement de se brancher sur les chaînes internationales pour voir à quel point nous en sommes. Non seulement on parle un petit peu de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie, maintenant c'est la totalité de l'Afrique qui était déjà largement déstabilisée, qui va se trouver en pénurie, débouchant sur l'aggravation de famines déjà existantes. Donc là, il y a des effets dominos qui posent des problèmes. Donc chez nous, évidemment, Julie a évoqué tout ce qui était l'impact sur nos chauffeurs, sur les pêcheurs et toutes les personnes qui utilisent des sources d'énergie qui doivent être bon marché. Et de facto, nous avons une rentabilité qui est effondrée. Nous avons par ailleurs une fragilisation concernant la France, mais aussi pas mal de pays européens, quoi qu'on en dise. C'est un déficit du commerce extérieur qui fait que nous allons maintenant être dans une spirale, déficit de commerce extérieur, aggravation de la dette, pénurie de matières premières, pénurie d'énergie et appauvrissement complet de la population. Mais que pouvons-nous faire en fait pour limiter l'impact, il y a déjà, renverser la tendance ? il y a déjà 2 mesures. Il y a de garder, concernant la France, du moins, puisqu'on va peut-être penser aux Français, là je vais parler de l'Europe, je vais peut-être parler un peu France là tout de suite, il convient que chaque pays, et la France peut le faire, nous gardions nos mix énergétiques. Nous avons la chance d'avoir du nucléaire très élaboré. Je dois noter que j'ai appris ces jours-ci que la Belgique prolongeait de 10 ans sa sortie du nucléaire. Nous, M. Macron en particulier, a commis l'erreur funeste d'arrêter les 2 réacteurs qui marchaient encore et qui auraient pu marcher un bon bout de temps à Fessenheim, alors que d'autres étaient beaucoup plus usagés. Ça fait partie des 12 qui ont été mis à l'arrêt. Ils auraient dû être mis, on aurait dû faire dans un autre sens. Donc, renforcer notre mix énergétique. Et ça, on peut le faire même en gardant. On n'est pas obligé de faire des petits EPR, des mini EPR qui sont peut-être pas utiles en France parce que ce n'est bon que quand on a un mauvais réseau de conduction de l'énergie. En France, c'est bon. Donc, ce sont les EPR qu'il faudra, mais ça prendra du temps. Donc, ce mix énergétique d'un côté. Et nous avons, et j'ai lancé cet appel il y a quelque temps, et je vais le relancer aujourd'hui. J'espère que notre présidente de notre mouvement pourra le relayer aussi. Il convient que M. Macron
Macron, non seulement président français en exercice actuellement, mais surtout président de la présidence tournante pour les 6 mois, demande un gel, comme on l'a fait pour Schengen, comme on l'a fait, et ça a été temporaire, comme on l'a fait pour, et c'est toujours en cours pour le pacte de stabilité, le gel du marché unique de l'électricité. Ce n'est que annexe en ce moment, mais ça permettrait au moins pour tous les Européens de pouvoir faire fonctionner leur propre capacité énergétique nationale. Et en France, ça aurait une importance toute particulière. C'est un appel très important, il va falloir que ce soit fait. Merci, docteur Mélan. Alors, Gilles Le Breton, pensez-vous que ces hausses de prix du carburant risquent peut-être de créer les révoltes dans les États membres de l'Union européenne et en particulier en France? Alors j'espère que non, puisqu'on a encore la possibilité de prendre des mesures pour faire face à la situation. Cela dit, la situation est grave et j'aimerais prendre pour exemple le monde agricole, qui est l'exemple que je connais le mieux. J'étais encore le week-end dernier à Courtenay, à la rencontre d'agriculteurs, et ils m'ont décrit leurs difficultés concrètes avec la hausse du prix du gazole à plus de 2 € le litre. Eh bien, il faut savoir qu'un tracteur classique consomme 400 litres par jour. Donc vous faites le calcul, en gros 1 € de trop selon eux par litre, ça fait 400 € à dépenser en plus par jour. Vous multipliez ça par le nombre de tracteurs, que ce soit il n'y a pas qu'un seul tracteur, vous voyez que rapidement ça creuse des déficits énormes et les exploitations, si on ne les aide pas, vont travailler à perte. Surtout que le problème de l'énergie n'est pas le seul problème qui se pose au monde agricole. Il y a aussi la hausse du prix du blé, puisque l'Ukraine, la Russie fournissent à elles deux 30% du marché mondial du blé. Donc là, c'est objectivement une source d'approvisionnement qui va se tarir. Il y a aussi le prix des engrais azotés qui a été multiplié, puisque là encore, on est dépendant de ces pays. Et donc, c'est la triple peine, hein. Énergie, engrais azotés, blé. Honnêtement, si on n'aide pas les agriculteurs, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est le message qu'ils ont fait passer. Alors, heureusement, pour éviter, comme vous le dites, la révolte sociale qui ne manquerait pas d'avoir lieu, on est en train de prendre des mesures d'urgence au niveau de l'Union européenne. Enfin, hein, je crois que le principe de réalité est en train de rattraper tout le monde. Et dès le 7 mars, il y a eu une réunion à huis clos de la Commission agriculture qui, en fait, selon moi, a acté la mise en suspension du programme de la ferme à la fourchette. C'est un programme de décroissance qui prévoyait une baisse de production d'ici 2030 de l'ordre de 20% de notre production agricole. Alors là, on sent bien qu'on est maintenant dans une situation totalement inversée. Il faut relancer la production agricole et on ne pourra la relancer que si on empêche nos exploitations de mourir. Donc on est en train de prendre toute une batterie de mesures à marche forcée pour aider notre agriculture. Et bon, je vais les énumérer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait le bilan, c'est une sorte de quoi qu'il en coûte qu'on est en train de mettre en place au niveau européen pour aider notre agriculture. Hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le paquet parce qu'il y a le feu à la maison. Alors, par exemple, aide au stockage privé, activation de la réserve européenne de crise, libération de toutes les aides d'État, c'est-à-dire qu'on autorise les États maintenant à aider l'agriculture d'extrême urgence, ce qu'a commencé à faire la France par exemple. Également, on active des articles qui sont destinés à n'agir qu'en cas de crise. Article 219 du règlement OCM. Si ça ne suffit pas, on a même l'article 222 en réserve. Qu'est-ce que cela veut dire, juste pour tous ceux qui nous regardent? Ça veut dire qu'on peut prendre des mesures de régulation des prix, de régulation des marchés, donc des mesures tout à fait exceptionnelles qui dérogent au sacro-saint principe du libéralisme du marché. Hein, donc on en est là aujourd'hui. Donc toute cette politique qu'en fait on préconisait depuis longtemps au Rassemblement national est en train de s'imposer simplement par le principe de réalité. Donc pour répondre à votre question initiale, si je prends cet exemple de l'agriculture, je crois pouvoir dire qu'on a les moyens, heureusement, en agissant à temps, d'éviter, comme vous le dites, la révolte sociale. Mais concernant nos productions agricoles, nos exploitations, est-ce que toute cette situation ne va-t-elle pas impacter et totalement perturber notre système agricole? Alors,
Vous savez, à court terme, on va souffrir, hein, parce qu'on va avoir, il faut absolument qu'on produise à marche forcée ce qu'on comptait importer d'Ukraine et de Russie et qu'on ne va pas pouvoir importer. Il faut aussi qu'on pense peut-être à la nécessité d'aider l'Ukraine, parce que si véritablement ils n'arrivent pas à semer et à faire leur récolte, il va falloir qu'on nourrisse les Ukrainiens. C'est le monde à l'envers, si vous voulez, mais bon, c'est une question de solidarité, on le fera. Et puis, il y a des problèmes redoutables aussi qui se posent derrière. C'est que l'Égypte, le Soudan, ce sont que deux exemples, comptaient sur l'Ukraine et sur la Russie pour se nourrir. Et, bon, ils ne vont pas recevoir leur approvisionnement, donc il risque d'y avoir des famines qui provoqueraient chez nous des vagues de submersion migratoire. Donc c'est notre intérêt aussi maintenant de trouver des solutions pour nourrir ces populations. Donc à marche forcée, on va essayer d'augmenter notre production, tout l'inverse de ce qu'avait prévu Farm to Fork, hein. Et par exemple, l'idée est actée de pouvoir cultiver les terres qui étaient destinées à rester en jachère. Donc c'est très symbolique, mais ça vous prouve à quel point on en est arrivé. À reprendre les produits phytosanitaires, s'il le faut, pour une production à marche forcée, voilà. Maintenant, il faut choisir entre les priorités. Soit la protection de l'environnement, soit la sécurité alimentaire. Clairement, la priorité numéro 1, aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. On a les moyens d'agir, on a les moyens d'éviter les crises sociales si on le veut. Merci Gilles Le Breton. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt